Bonjour et bienvenue dans cette session intitulée Utiliser Azure Functions dans votre stratégie cloud hybride ou multi-cloud. Je m'appelle Cédric Derue et je suis Solution Architect chez Altron Technologies. Je suis également Microsoft MVP sur Azure, Microsoft Certified Trainer et également Azure.NET Ranger. L'objectif de cette session est de montrer comment Azure Function peut être utilisé dans différents types de déploiements cloud. Alors bien sûr, on va retrouver cette brique Azure dans des déploiements cloud sur Azure uniquement, mais on va voir aussi comment les fonctions Azure peuvent parfaitement être adaptées sur justement des stratégies de déploiement multi-cloud ou des stratégies de déploiement cloud hybride. Alors tout d'abord, rappelons ce qu'est le cloud hybride. Le cloud hybride, en fait, c'est une forme d'architecture informatique qui offre un certain degré de portabilité, d'orchestration et de gestion de la charge de travail entre deux ou plusieurs environnements. Et en fait, selon la personne avec qui vous discutez pour lui demander de définir le cloud hybride, vous allez voir qu'en fait, un cloud hybride peut se définir sous différents types de déploiement en fait. Donc un cloud hybride, ça peut être au moins un cloud privé et au moins un cloud public, ça peut être au moins deux clouds privés, ça peut être au moins deux clouds publics, ou alors ça peut être aussi un environnement nu, donc type bare metal, ou virtuel, connecté à au moins un cloud privé ou cloud public. De la même manière, on pourrait définir ce qu'est le multi-cloud. Alors le multi-cloud, c'est tout à fait différent, c'est une approche du cloud qui s'appuie sur plusieurs services cloud et sur plusieurs fournisseurs de cloud privés ou publics. La différence notable donc, avec le cloud hybride, c'est que le multi-cloud fait référence à la présence de plus d'un déploiement cloud du même type, provenant de différents fournisseurs. Le cloud hybride, lui, fait référence à la présence de plusieurs types de déploiements, mais avec une certaine forme d'intégration, d'interconnexion et d'orchestration entre eux. Alors, si l'on comprend bien qu'il y a des motivations différentes pour aller dans le cloud hybride ou dans le multi-cloud, donc encore une fois, le cloud hybride, ça peut convenir si par exemple vous devez conserver certaines de vos données sur des clouds privés pour répondre à des exigences légales ou juridiques et de par exemple déployer uniquement des applications dans le cloud public qui vont venir se connecter à ces données dans du cloud privé. Le multi-cloud, par contre, ça peut arriver lorsque, par exemple, imaginons, vous êtes une entreprise et vous voulez avoir en fait vos applications et vos données sur différents clouds publics, par exemple, pour pouvoir en fait avoir plus de disponibilité de vos charges de travail. Si par exemple comme ça vous avez un fournisseur cloud qui tombe, et bien c'est l'autre qui peut prendre le relais. Autre exemple du multi-cloud, vous êtes éditeur d'une solution que vous vendez. Et donc, vous développez cette solution et vous la proposez en mode SaaS sur votre souscription chez votre fournisseur cloud. Et un client vous dit un jour, moi j'aimerais avoir votre application, mais chez moi, dans mon cloud privé. Et donc, pour ce faire, il est intéressant que vous, éditeurs, puissiez donc avoir une application, une architecture multi-cloud de manière à pouvoir comme ça déployer vos solutions sur un autre cloud que celui que vous utilisez initialement. Alors, il y a un challenge commun du coup quand même au cloud hybride et au multi-cloud, c'est justement la portabilité des charges de travail. Qu'on soit dans le cloud hybride ou dans le multi-cloud, il est intéressant en fait de pouvoir comme ça bouger les charges de travail en fonction de ce que l'on veut faire. Alors, avant de se poser la question justement de comment est-ce qu'on peut en fait travailler, réfléchir sur une stratégie multi-cloud ou cloud hybride, il est important aussi de se rappeler quel est le paysage de l'IT actuellement. En fait, il y a deux phénomènes majeurs qui se passent aujourd'hui. Il y a donc l'avènement de Kubernetes et du serverless. Donc, Kubernetes, aujourd'hui, voilà, c'est l'orchestrateur de conteneurs qui domine le marché très clairement. Et puis d'un autre côté, on a aussi l'émergence des technologies serverless qui offrent en fait un modèle de programmation simple et basé sur les événements pour créer des applications cloud scalables tout en permettant justement l'abstraction des serveurs sous-jacents, hein, d'où le nom serverless. Et puis aussi, donc, ce qui est intéressant dans le serverless, c'est le modèle économique qui est associé donc, chez les fournisseurs cloud.
Donc Kubernetes, on vient de le dire, c'est un orchestrateur de charges de travail conteneurisées qui va être capable de gérer leur distribution à travers plusieurs nœuds du cluster Kubernetes, ce qui inclut la réplication, la gestion de l'état, etc., etc. Le serverless, donc on le rappelle là aussi, donc ça permet plusieurs choses. Ici on en a mis 3, donc ça permet de faire l'abstraction des serveurs sous-jacents. Donc comme ça on va avoir des opérations qui vont être réduites, donc on va parler d'un DevOps réduit. On va avoir un time to market réduit aussi, puisque comme on n'a pas à se soucier de l'infrastructure sous-jacente, on va vraiment se concentrer sur la production du code qui va porter en fait la valeur proposée par votre service. Et puis on va avoir, donc je disais aussi, un modèle économique intéressant, puisqu'on va pouvoir payer en fait à l'appel, en fait, à l'action, lorsqu'on utilise un service serverless, et non pas justement sur une réservation de ressources, de serveurs, avec d'autres services cloud plus classiques. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'Azure Function? Parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Azure Function, ça vous permet en fait dans Azure d'exécuter des petits morceaux de code qu'on va appeler des fonctions, là encore comme c'est serverless, sans vous soucier de l'infrastructure sous-jacente. Avec Azure Function, l'infrastructure cloud fournit tous les serveurs nécessaires pour que votre application fonctionne, et ceci à grande échelle. Le principe d'une fonction Azure, c'est qu'elle va s'exécuter en réponse à un événement. Donc un événement, ça peut être un trigger HTTP, ça peut être un timer, ça peut être un message publié dans une queue, ça peut être plein de choses qu'on affiche ici sur cette slide. Ça peut être encore, par exemple, un événement sur une base de données. Donc il y a vraiment beaucoup d'événements qui sont supportés par les fonctions Azure. Les cas d'usage, on les rappelle ici, donc on va pouvoir comme ça créer par exemple des back-end serverless pour les applications web ou mobiles. On va pouvoir en fait aussi traiter donc en temps réel, donc par exemple des événements qui arriveraient dans un hub, et puis comme ça voilà faire des calculs sur ces données qui arrivent. On va pouvoir répondre à un événement qui se produit sur un service Azure, donc on l'a dit, ça peut être un bus, ça peut être une base de données, et puis donc aussi donc avoir des traitements qui vont être grâce aux fonctions Azure déclenchés sur une planification, sur un timing bien précis. Alors, initialement, quand on fait des fonctions dans Azure, on a donc la possibilité donc, de créer un petit bout de code qui va porter la fonction en question, et puis donc de l'exécuter sur Azure donc de manière très très simple. L'inconvénient de base, c'est que sur ce type de service, on va être très dépendant justement de l'environnement Azure. Alors, la question qui se pose justement lorsqu'on est une entreprise qui s'intéresse au multi-cloud et au cloud hybride, mais si aujourd'hui je crée des fonctions dans Azure, si j'investis donc des connaissances et du temps pour créer ces fonctions, comment je fais moi pour par exemple pouvoir partir dans un autre cloud privé ou public, justement comme on l'a dit dans le cadre d'une stratégie multi-cloud ou cloud hybride? Eh bien en fait on va voir que ça c'est possible grâce en fait à Keda, qui est un composant pour Kubernetes, donc qui a été donc annoncé par Microsoft à la dernière build, si je ne me trompe pas, et donc qui a été créé en association avec Red Hat. Et donc ce composant pour Kubernetes va permettre justement de mettre à l'échelle les charges de travail Kubernetes grâce donc aux événements. Alors là où initialement on fait de la mise à l'échelle dans Kubernetes en utilisant par exemple des métriques de consommation de CPU, de mémoire, de ressources de manière générale, ici on va vraiment pouvoir faire des architectures, des applications qui vont être event-driven, donc qui vont pouvoir en fait vraiment réagir en réponse à des événements qui surviennent dans l'environnement. Et donc, Keda va servir de serveur de métriques et va permettre aux utilisateurs justement de définir, en fonction des événements, en fonction de leur intensité, les règles de mise à l'échelle. Les sources d'événements gérées par Keda, il y en a plein. On va pouvoir gérer beaucoup d'événements justement qui se produisent dans Azure, mais pas que. Il y a aussi des choses qu'on peut faire des événements qu'on peut gérer chez les autres fournisseurs de cloud public. Et puis, un qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les événements qui vont être gérés par Prometheus. Donc,
Ce que je vous propose sans perdre de temps, c'est une démonstration justement de comment on va pouvoir déployer et mettre à l'échelle une fonction Azure sur Kubernetes avec Keda. Alors ici, vous avez une représentation très très simple de la démonstration. Donc Keda est installé sur le serveur Kubernetes. Et Keda, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va surveiller les métriques de Prometheus pour voir justement, par exemple, le nombre de requêtes HTTP qui arrivent vers notre fonction Azure. Et cette fonction Azure, qui est déployée sur Kubernetes grâce en fait à un conteneur donc, qui porte la fonction en question, eh bien, donc ce déploiement Kubernetes, ce pod qui contient la fonction Azure, va pouvoir en fait augmenter en termes de nombre d'instances. Donc on va y avoir un pod, on va en avoir 2, 3, puis n, etc. Et tout ça, ça va se faire vraiment en fonction de l'afflux de requêtes qui arrivent sur l'environnement, donc sur le cluster, sur notre application. Keda, pour ce faire, utilise ce qu'on appelle un scale object. Donc c'est en fait une règle qui dit comment justement, typiquement, ma charge de travail, ici ma fonction Azure, doit être mise à l'échelle en fonction de l'afflux de requêtes. Pour cette démonstration, j'ai donc créé un cluster Kubernetes sur lequel j'ai déployé Keda et Prometheus. Et enfin, j'ai déployé également mon application de fonction. Donc, pour ce faire, en fait, les outils pour développer donc, des fonctions Azure vous permettent justement d'ajouter un Dockerfile aux sources de vos fonctions Azure. Et donc ça permet comme ça d'embarquer une application de fonction Azure dans un conteneur et ensuite de déployer ce conteneur, par exemple, dans un pod Kubernetes. Alors si on regarde justement ce qui est déployé en termes de pod sur mon cluster Kubernetes, j'ai mis ça dans un namespace que j'ai appelé Ingress Nginx. Vous pouvez simplement mettre un namespace comme vous voulez. Donc on voit effectivement que j'ai ma fonction Azure qui s'exécute sur un pod. J'ai donc un contrôleur ingress qui me permet de faire le routage en fait vers mon application de fonction depuis un appel extérieur. J'ai donc ici Keda et Prometheus qui va me servir de serveur de métrique pour pouvoir surveiller le nombre de requêtes qui arrivent et donc de pouvoir comme ça adapter, mettre à l'échelle mon application de fonction. Donc pour pouvoir en fait indiquer comment l'application de fonction Azure doit être mise à l'échelle, c'est ce que je vous disais. Donc il y a une ressource Kubernetes qui est créée, qu'on appelle un scale object et qui définit en fait quelles sont les règles de mise à l'échelle de mon application de fonction en fonction du trafic HTTP qui arrive vers mon application. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement lancer un stress, un test de montée en charge. Donc pour ce faire, je vais utiliser Artillery, mais vous pouvez utiliser n'importe quel outil de montée en charge qui convient. Et donc Artillery, ici, va me permettre de lancer un grand nombre de requêtes vers mon application de fonction. Donc voilà, je le lance. Et donc ici, si je reviens sur le déploiement de mes pods, ici donc je vais mettre juste un watcher pour voir l'évolution. Et donc ici, vous voyez tout de suite, immédiatement, au vu du très grand nombre de requêtes qui arrivent sur mon application, eh bien, Kubernetes avec Keda me permet de mettre à l'échelle mon application de fonction Azure. Donc ici, on voit qu'il y a des nouveaux pods qui sont créés tout le temps, au cours du temps. Et ceci en fait me permet de mettre à l'échelle et d'absorber en fait la charge de requête qui arrive vers mon application. Voilà, cette démonstration est désormais terminée, il est temps de conclure. Donc nous avons vu que les fonctions Azure peuvent être portées dans n'importe quel environnement cloud exécutant un cluster Kubernetes avec Keda. Donc c'est vraiment important lorsque justement on veut pouvoir utiliser des fonctions Azure existantes ou en créer de nouvelles, tout en garantissant qu'on va pouvoir intégrer ces fonctions Azure dans un environnement, dans une stratégie de déploiement multi-cloud ou cloud hybride. Et puis ensuite, nous avons vu que Keda
permet de mettre en œuvre des architectures event-driven qui vont être hyper scalables, hein, justement en réponse à ces événements-là, et tout en restant donc du coup agnostique du fournisseur cloud privé ou public. Ici, je vous ai mis quelques liens pour aller plus loin. Donc, il y a le site officiel de Keda. Pour ceux qui s'intéresseraient aussi à la problématique des données hein, dans les environnements Kubernetes, cloud hybride et multi-cloud, il y a une solution de gestion des données qui s'appelle Kasten, que je vous invite aussi à regarder. Et puis vous trouverez aussi donc ici un lien vers les sources GitHub de la démonstration que vous avez vue aujourd'hui. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt, j'espère.